24 février 1984. J'ai eu une expérience très intéressante, ou plutôt une démonstration pratique. Ce matin, j'ai dû aller à la ville chez le dentiste, et c'était l'expérience habituelle de cette espèce de chagrin dans l'âme devant tout ce paysage ravagé, on devrait dire R-A-T, vagé, puis l'obscurité des gens, la vulgarité, enfin, c'était oppressant. Et en rentrant, j'avais tout à fait la sensation, pas le sentiment, la sensation d'une vie qui finit, tant était grand l'abîme entre ce que je voyais, sentais, respirais et ce quelque chose que j'étais. Non seulement j'étais fatiguée et épuisée, mais, comme on dit, j'avais la mort dans l'âme, une vie qui finit, et on regarde de loin, déjà de l'autre côté. Je suis rentrée, j'ai déjeuné un peu, je me suis allongée quelques brefs moments, toujours avec cette sensation de vie finissante. Puis je me suis assis, et alors, instantanément, une seconde à peine après m'être assis, c'était un flot, une cataracte continue qui s'est mise à descendre sur moi et à m'envahir de partout, comme un fleuve qui passe par une éponge. Et le corps buvait ça, se gorgeait. Ça a duré pendant 1 heure sans arrêt, d'une façon tout à fait mécanique. Il n'y avait même pas de place pour le mantra là-dedans. Il n'y avait même plus quelque chose qui répète le mantra. C'était le mantra en action. Une cataracte continue. Et tout le corps, les milliards de cellules, buvaient et buvaient comme après le désert. Cette expérience, je l'ai eue bien des fois, autrefois, mais rien de semblable depuis des mois. Et alors, tout d'un coup, je me suis dit, ou plutôt j'ai constaté, en lettres capitales, mais il y avait donc un élément de vie dont je ne m'apercevais pas, ou plus. Je baignais là-dedans sans m'en apercevoir. C'était tout naturel comme l'air qu'on respire. Mais si l'on ôte cet air et que l'on va faire un tour à la ville, on s'en aperçoit. Il a fallu que je sorte de là pour m'en apercevoir. Il y a donc quelque chose qui est déjà amphibien sans le savoir. Et alors cet, entre guillemets, air nouveau, pourrait-on dire, était tellement nourrissant, nettoyant et rafraîchissant. Oh, quel super bain de bienfaisance! Et c'était comme un sourire de Sri Aurobindo un peu ironique. Alors tu vois, c'était la vie ou c'était la mort que tu absorbais? Au bout d'1 heure, ce fleuve continu où ce torrent devenait de plus en plus dense au point d'être épais, puis il s'est ralenti par la densité même et cela finissait par se solidifier. Une densité immobile et transparente comme de l'air. Et je me suis aperçu que c'était ce que j'appelais ma concentration ordinaire. Eh bien, ma, entre guillemets, concentration est de la supervie solide. Et ce que je sens comme la vieille vie qui meurt, c'est vraiment la vieille vie collante et obscure qui s'en va, le vieux type d'énergie. Mais c'est déjà remplacé par quelque chose qui est là, que je respire sans m'en apercevoir, et qui est aussi naturel que l'air de tous les jours. Si on l'ôte, on s'en aperçoit. Oh! J'ai remercié Sri Aurobindo. Donc je ne vais pas vers la décomposition et vers la tombe. C'est QFD. Soir. Dire que j'avais le toupet d'appeler cela ma concentration. Ma concentration, c'est un super torrent immobile et transparent. Enfin, de temps en temps transparent,
quand on ne sent pas trop la vieille vie qui meurt. C'est cela qui est absurde. On sent l'arrachement de la vieille vie, mais pas l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de se ranger du côté négatif et de sentir la peine du négatif et de la vieille vie qui meurt, il faudrait se ranger du côté positif, avec le soleil nouveau. En lettres capitales, la vie nouvelle est là. Il a fallu un dentiste pour m'en apercevoir. Et on grogne parce qu'on a mal aux dents. C'est toute la vieille vie qui grogne, au lieu de s'apercevoir de la merveille qui est là. Ce ne sont pas les rivages de la vie que je quitte, mais les rivages de la mort. Vers une vie nouvelle, incompréhensible, mais perceptible, matériellement perceptible. Ce n'est pas éthéré du tout. Ou alors le Kanchenjunga est éthérique. Vraiment, ce voyage à la ville est comme une révélation pour moi, une révélation odontologique. Et j'ai l'impression que l'on comprend tout à l'envers, dans le mauvais sens. Tout notre langage et notre explication du monde est un langage et une complication de poissons sous les eaux, et notre perception du monde. Mais ce qui est curieux, vraiment étrange, est que Mère a remarqué bien des fois, sans en trouver l'explication, c'est qu'avec tout ce torrent d'énergie que le corps a reçu, il est complètement fatigué, au bord de l'épuisement. Mère disait « des énergies que les hommes ne peuvent pas supporter et des faiblesses qu'ils méprisent ». C'est une étrange contradiction. Et c'est le corps qui recevait ce torrent. Il était pétri et roulé là-dedans. Alors, c'est très curieux. Je viens de lire cela à Sujata, puis, apparemment sans rapport, elle me lit cet article de l'Illustrated Weekly que sa sœur vient de lui envoyer aujourd'hui. Note de bas de page, Illustrated Weekly du 29 janvier au 4 février 1984. Extrait d'une autobiographie inachevée de Parveen Babi, une actrice indienne. Ne pas confondre U.G. Krishnamurti, dont il s'agit ici, avec Krishnamurti, qui est davantage connu. L'époustouflant U.G. Krishnamurti se révéla être un petit homme simple, aux manières douces, vêtu d'une kurta et d'un pantalon flottant. Il était accompagné d'une vieille dame européenne, aux yeux exceptionnellement brillants, qui nous fut présentée sous le nom de Valentine de Kervan, une Suissesse. Apparemment, cet homme n'avait rien d'extraordinaire. Il avait l'apparence de n'importe quel quidam et se comportait comme tel. Pourtant, lorsque Valentine nous eut donné un exemplaire de sa biographie, nous vîmes que ce qui s'était passé dans la vie de cet homme défiait toutes les lois connues, logiques, psychologiques, physiques et scientifiques. Cette biographie relatait la transformation physique qu'il avait subie dans sa 49e année quand, citation, « chaque cellule de son corps avait explosé », fin de la citation, et qu'il était réellement mort d'une, citation, « mort clinique physique », fin de citation, avant d'être rappelé à la vie par le coup de téléphone d'un ami. Il appelait ces événements la calamité. Il disait que la calamité, entre guillemets, avait tout balayé, la totalité de son passé. Grâce à une complète transformation physique et biologique, il avait été libéré du temps. Le changement s'était produit non pas à cause de ce qu'il avait fait ou pas fait, mais en dépit de ce qu'il avait fait et pas fait. Après la transformation physique, il était tombé dans ce qu'il appelle l'état naturel, un état d'être pareil à celui d'un ordinateur
ou d'un animal, un état constant d'émerveillement. Il lui fallait tout réapprendre, comme un enfant de 2 ans. Je me demande si cette explosion cellulaire n'est pas l'effacement du vieux programme ou des vieilles empreintes génétiques ou cellulaires, et si l'épuisement dont je me plaignais ne vient pas d'une, entre guillemets, lente explosion cellulaire au lieu d'une brusque explosion qui produirait la mort. Et l'épuisement vient de ce que l'opération se fait peu à peu par paquets de cellules, entre guillemets. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose là-dedans. Une petite explosion quotidienne jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Point d'exclamation, entre parenthèses. C'est peut-être cela, cette espèce d'agonie que je sens ou sentais. Je me demande si cette explosion cellulaire, entre guillemets, que moi j'appellerais moins dramatiquement l'effacement des empreintes, ne correspondrait pas à ce changement de gouvernement dont parlait Maire. 25 février 1984. Encore et encore, nous serons attaqués jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'inattaquable. Vision. Cette nuit, du 24 au 25, j'ai vu quelque chose dont je crains de comprendre le sens. J'étais englouti, balayé par une gigantesque montagne d'océan. J'étais dedans et je me voyais en même temps d'au-dessus. La mer avait une couleur sombre. Tout d'abord, c'était comme une énorme vague, et avant qu'elle ne se referme sur moi, dans le creux de la vague ou au fond de la vague, j'ai eu le temps de voir une caverne violette. Le creux de la vague formait une caverne violette. C'est cela qui me frappait beaucoup. Puis j'ai été englouti, balayé avec une puissance gigantesque. D'au-dessus, je voyais des rochers qui étaient sous les eaux et qui auraient pu me déchiqueter, mais semble-t-il, mon corps noyé passait entre ces rochers. Pourtant, je n'ai pas l'impression que je mourais. Une caverne violette. Je ne voyais pas un fracas d'écume comme dans une vague déferlante. C'était une montagne d'océan qui balayait tout avec une puissance gigantesque, sans écume. C'était comme un énorme ventre de houle qui roulait et glissait et balayait tout, submergeait tout. Tout cela avec une sorte de vitesse et de puissance silencieuse. Il n'y a qu'à être paré. C'est seulement la vieille vie qui peut être engloutie. Quelque chose devrait se passer le 29 février. Pour le 29 février, c'est le 7e anniversaire de la manifestation supramentale. En 1956, il y a 28 ans. Ô Seigneur, c'est difficile de mourir. Après-midi. Oui, je comprends parfaitement. Il faut mourir en avant, pas mourir en arrière. C'est cela, l'effacement ou l'explosion des empreintes. J'ai passé toute l'après-midi avec cette mort, entre guillemets. C'était d'une solidité un peu effrayante. Solidité égale hyper-densité immobile. Oui, c'est un peu comme au bord d'une explosion sans explosion, comme si cela pouvait arriver, entre guillemets, d'une seconde à l'autre. Soit
ça finira bien par basculer dans un sens ou dans l'autre, parce que tel que c'est presque intolérable. Il faut avoir le courage de changer cette vieille vie en une vie nouvelle. Eh bien, il y a un passage de mort, sans aucun doute. Mourir de la vieille façon, c'est perpétuer la vieille façon de vivre. On emmène toutes les empreintes, n'est-ce pas, pour recommencer affreusement. Heureusement, Mère m'a dit « Le Seigneur aime Satprem. Autrement... » Ça, c'est mon mantra secret du désespoir. C'est peut-être cela, ma caverne violette. Avec ma douce, cette fois-ci, je ne veux pas mourir sans avoir fait quelque chose. Qu'on ne recommence plus jamais la façon d'être humaine, que ce soit la façon d'être divine. « 26 février 1984. De 1943 à 1984, j'ai touché ce fond de douleur de l'existence. Il reste une prière poignante. Il faut que la vie divine commence quelque part, pas la prochaine fois. Après-midi. Des intensités si grandes que l'on se demande comment il se fait que tout n'éclate pas, surtout le cœur. Ce n'est qu'un abandon total qui peut supporter ça. On est au pied de Mère et de Sri Aurobindo, on pourrait presque dire physiquement. Rien ne bouge dans une lumière compacte. Quelquefois, je prends des respirations profondes pour rassurer mon cœur. Point d'exclamation, entre parenthèses. 27 février 1984. Il y a des agonies qui veulent mourir. Il y a des agonies qui ne veulent pas mourir. Cette vieille racine de vie meurt et ne veut pas mourir. Et c'est une affreuse douleur. On peut se libérer, entre guillemets, et filer au-dessus. Mais alors, rien n'est changé. C'est seulement une forme d'anesthésie. On reprend un corps et on reprend la vieille racine. Et comment changer cette racine, on ne sait pas. Sinon peut-être peiner longtemps sur le sable comme le vieux poisson, en admettant que la peine fasse éclore un nouveau mode de respiration. Est-ce bien sûr? On ne sait rien. Il faut continuer sur le sable. Il faut surtout savoir rester très immobile. La première réaction de la douleur, c'est de se débattre ou de s'évanouir. Il ne faut ni l'une ni l'autre. Soir. État très immobile sans avoir peur. Ce n'est pas une immobilité que les hommes connaissent. 28 février 1984. Peut-être faut-il arriver au point de désespoir suffisant pour qu'il n'importe plus de mourir entre guillemets. Alors on ne cherche plus à se retenir ni d'un côté ni de l'autre. Je n'aurais pas cru que cela fût si difficile. Souvent je me souviens de cette, entre guillemets, terrible stratégie de l'Éternel dont parle Savitri
Ce n'est terrible que pour le vieux poisson récalcitrant. Mais voilà. Les gardiens de la vieille espèce font un boulot méthodique et inexorable. Les savants ne savent pas ce qu'ils disent avec leur ADN. Il y a un KGB cellulaire infiniment plus radical et minutieux, et dont l'hélice remonte à plus d'une vie. C'est le mental physique qui a pris la place de l'instinct, et c'est le vital physique qui a pris la place de quoi? Peut-être du nectar originel. La première formation du mental dans la matière et la première tentacule de la vie dans la matière. Les savants ne saisissent jamais que la croûte extérieure du phénomène. On pourrait dire sa caricature ou son masque. C'est pourquoi leur pouvoir est un faux pouvoir. Le seul vrai problème de la transformation, c'est l'effacement des empreintes. C'est là où l'on rencontre le KGB et ses archives secrètes. C'est plus que des archives, ce sont des forces ou des dynamismes accumulés et concentrés pendant des dizaines et des centaines d'existences. Naturellement, personne ne va toucher ça, sauf Sri Aurobindo et Mère, parce que ça nous saute à la figure. Comme dit Mère, on ne fait la guerre à personne, c'est tout qui vous fait la guerre. En somme, le supramental, c'est le pouvoir qui pousse dehors ou déterre toutes ces empreintes et ces dynamismes fatals. On est inondé de nectar, et puis le poison sort. Le poison, c'est ce qui a formé, diversifié et séparé, solidifié des individualités évolutives. C'est la cage individuelle des espèces et de chaque individu dans l'espèce. Le nectar, c'est l'unité, la non-différence, la non-séparation, la totalité. Il faut briser la cage, voilà. Et il s'imagine que la libération, entre guillemets, est céleste et transcendante. C'est-à-dire que les spiritualistes, autant que les savants, sont armés de faux pouvoirs et dans le mensonge jusqu'au cou. Je me souviens qu'un jour, très tôt, peut-être dans les années 61-62, c'était encore dans le bureau de Pavitra, Mère m'a dit quelque chose qui m'a laissé perplexe et que je n'ai pas du tout compris. Je ne sais même pas si c'est noté dans l'agenda. Mère a commencé par me dire que j'étais plus capable que d'autres, ou que ma construction physique était plus capable que d'autres de subir ou d'essayer la transformation. Je ne me souviens plus exactement des mots. Alors j'ai demandé pourquoi. Et Mère m'a répondu ceci, dont je me souviens exactement parce que cela a vibré en moi comme une énigme puissante. Elle m'a dit « Parce que tes cellules ont eu l'expérience préliminaire de la mort. » Note de bas de page, agenda 4 du 4 septembre 1963. Dans les camps de concentration. Maintenant, je comprends très exactement que la mort, c'est l'éclatement de la cage. Et c'est justement ce qu'il faut, et sans en mourir. Je me demandais pourquoi la mort avait un rôle à jouer dans la transformation. Eh bien, maintenant, je comprends. Je suis dans le problème. Soir. Quelquefois, c'est si pénible, c'est comme si on était passé à la meule et écrasé dedans. 29 février 1984, vision. Cette nuit, j'étais si content parce que j'allais voir le Gange en italique. J'allais voir le Gange. J'avais un petit porte-monnaie rouge qui était plein de pièces d'argent
et j'étais si content parce que j'allais voir le Gange. J'avais l'impression d'être très jeune. Dans ma hâte d'aller voir le Gange, je laissais rouler par terre quelques pièces d'argent. Mon petit porte-monnaie était trop plein. Peut-être allais-je tout jeter dans le Gange, moi compris. Ce matin, j'ai dit à ma douce l'histoire des 2 êtres de mon karma. 1er mars 1984. J'ai l'impression que je passe mon temps au bord de la mort, juste au bord. Pourquoi ? Il s'agit d'une mort physique, physiologique. Il n'y a pas d'angoisse, entre guillemets, je m'abandonne aussi passivement et totalement que je peux, mais on sent que juste un petit quelque chose et ça basculerait. Et je ne sais pas ce qu'est ce petit quelque chose. Comme une petite rupture et hop. Soit la dernière fibre n'est jamais arrachée. C'est le moteur de la vie qui est blessé mortellement. Et je comprends bien que c'est juste et bien fait, mais on aimerait bien que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Alors on répète « Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur », et on saigne quand même. On est vraiment mis à l'épreuve. Mais c'est interminable. C'est cette base de la vie qu'il faut changer, c'est le moteur même. Et comment faire ? Il faut être stoïque. Ça finira bien un jour. C'est comme de la douleur pure. On ne peut s'en prendre à aucune maladie, entre guillemets. C'est la vie même qui souffre ou qui meurt. Mais ça ne meurt pas, ça agonise interminablement. 2 mars 1984, il n'y a pas de raccourci de la douleur, il faut qu'elle se change en appel constant de la vie nouvelle. Après-midi. Une super ou hyper densité presque intenable dans tout le corps, comme si tout était gonflé à craquer du haut en bas et partout. Puis ça se solidifie presque. Il n'y a plus de place pour une seule vibration, même physique, tant tout est dense. Puis cette solidité immobile devient transparente, pourrait-on dire, et alors vaste. Et quelquefois, tout d'un coup, dans cette transparence, ou même la sensation de solidité et de densité disparaît, tout d'un coup, c'est un peu comme une bulle qui éclate, ou comme si le museau du petit phoque déchirait la surface des eaux, et on émerge, ou on débouche, ou on entre, subitement, dans un autre monde physique, ou dans un autre secteur physique. Mais il y a toujours cette espèce de mouvement d'étonnement, de surprise, qui fait que le corps s'étonne de ne plus être sous les eaux et du même coup replonge. C'est-à-dire récupère ses coordonnées sous-marines ou terrestres habituelles. Cet après-midi, ce changement de secteur ou ce déchirement de la surface des eaux s'est produit 2 ou 3 fois. Et tout cela se passe tandis que j'entends les oiseaux dehors, les discours du vieux planteur athée, tandis que les femmes font la cueillette. Je ne suis pas du tout dans une conscience en dehors de la matière. C'est très matériel. Mais tout d'un coup, dans cette matière, il y a un déchirement. Une toute petite pellicule qui se déchire ou s'ouvre. Et on passe le museau ailleurs. Mais un ailleurs qui continue d'être parfaitement physique. C'est comme une autre façon d'être dans la matière. C'est-à-dire que tout cela n'a rien à voir avec les soi-disant états de conscience supérieurs. Cela n'a rien à voir avec les états de conscience, c'est de la matière. Ou plutôt, ce sont des cellules hyper denses qui tout d'un coup, si j'ose dire, passent à travers la paroi. Évidemment, ce doit être la conscience des cellules, je suppose. Mais il n'y a aucune psychologie là-dedans, aucune joie particulière, aucun sentiment.
C'est comme un phénomène tout à fait mécanique. Au-delà d'un certain seuil de densité cellulaire, quelque chose, entre guillemets, s'immobilise ou se solidifie, devient transparent et fut, il y a un très léger déchirement ou éclatement comme d'une bulle, ou plutôt on franchit un seuil et le nez passe ailleurs. Mais un ailleurs ici physique. Tout cela se passe strictement dans le corps, au niveau cellulaire, enfin dans tout ce magma qui forme un corps. Bien entendu, il n'y a aucune pensée là-dedans, surtout aucune vibration. C'est d'ailleurs comme une impossibilité qu'il y ait quelque vibration que ce soit, tant tout est hyper dense. Et naturellement, la douleur n'est plus là, ni quoi que ce soit du vieux monde poissonneux. Point d'exclamation entre parenthèses. Soit c'est une expérience qui s'est produite des centaines de fois depuis plus d'un an, mais que je n'ai jamais réussi à attraper, entre guillemets, jusqu'au bout. C'est-à-dire garder la perception consciente assez longtemps de l'autre côté, disons à la surface ou en dehors de la paroi. Probablement ce n'est pas la même conscience ou la même perception, mais c'est pourtant matériel, physique. Évidemment, ce doit être une différence du genre de celle qui sépare la perception du poisson de la perception de l'amphibien. Et pourtant, tous deux sont physiques et c'est un même monde terrestre. On n'a pas l'habitude d'être autrement. On comprend bien que tout cela n'a rien à voir avec du sommeil ou quelque forme de sommeil que ce soit, à moins que l'amphibien ne soit le rêve du poisson. Tout d'un coup, je me demande si ce moi que j'ai vu grimper sur le toit d'une maison qui s'écroulait n'est pas ce moi déjà amphibien. Ce moi-là était vêtu d'une sorte de maillot collant bleu foncé avec des chaussures blanches. La vieille vie s'écroule et on navigue sur le toit. Si l'on ne me croit pas complètement fou, j'ai de la chance. Je croyais que le bleu foncé outre-mer était la couleur du pouvoir mental dans la matière. Est-ce le mental des cellules? Ou plutôt la conscience des cellules? Évidemment, je laissais un vieux scaphandre debout sur ses jambes vides, la conscience sous-marine du vieux corps de poisson. Tout cela est peut-être la réponse à ma prière de ce matin. On n'échappe pas à la douleur. Il faut la changer de sens, utiliser son dynamisme ou la transmuer. Je me demande si l'on transmuerait un cancer de la même façon. La douleur revient dès que l'on retombe dans le poisson. C'est l'égoïsme physique qui fait la douleur, et probablement même le cancer. C'est-à-dire que l'on est enfermé et que tout se situe par rapport à ce corps physique. Quand on passe le nez hors des os, cela ne semble plus être comme cela, plus la même loi égoïste ou égoïque, semble-t-il. Le fait de l'être, c'est de tout englober. Et on ne le peut pas physiquement. La loi de l'être, c'est de tout englober. Et on ne le peut pas physiquement et on souffre. Pour pouvoir tout englober, l'être doit perdre son ego physique. C'est le prochain pas de l'évolution. Dans la conscience dite supérieure, entre guillemets, on englobe les nuages. C'est seulement au niveau de la matière que la vraie totalité est possible. C'est la matière divine. Parce que la vraie matière est faite d'amour divin. 3 mars 1984. Les innombrables fils de la douleur partout, plantés dans la matière. Vraiment, c'est une agonie. Une innombrable agonie.
C'est peut-être cela, souffrir mille morts, comme dit le peuple. Ce sera peut-être comme cela jusqu'à ce que la conscience physique émerge en permanence de l'autre côté. Mais alors, ô Seigneur, après-midi, je n'ai jamais vu de pareille densité ou intensité coagulée dans le corps, dans tout ce magma cellulaire. C'est comme un Niagara qui ne bougerait pas. Ça doit bien déboucher ou basculer quelque part. Je n'ai jamais vu cela à ce point. C'est toujours comme un point limite, c'est à la limite de quoi? En tout cas, du supportable. Soit le temps où j'étais au pied de mer paraît comme un conte ou comme une vie antérieure. Ça se passait peut-être à Thèbes,